Regardez, je vais choisir un point de départ pour aborder la philosophie de Hegel, qui est un point de départ sur lequel je crois on s'accordera tous sans difficulté. C'est qu'au premier abord, l'histoire de l'humanité, la vie de l'homme, depuis ses origines, cette histoire-là apparaît totalement insensée. Bon, évidemment, quand on vit dans une société en paix, que tout ne va pas si mal, même si les choses ne vont pas très bien, mais qu'on n'est pas assailli immédiatement par une violence qui nous touche, nous, personnellement et immédiatement, on peut avoir l'illusion que les choses se passent finalement pas trop mal. Bon, il suffit de feuilleter un livre d'histoire pour se rendre compte que l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de la violence, du chaos, de la guerre, de l'affrontement. Hein, ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps en France, ça a été comme un choc qui a réveillé les consciences. On avait l'impression qu'on était sorti de l'histoire, en fait, depuis quelques décennies. On peut avoir l'impression que ça y est, on a réglé tous les problèmes, la République est instituée, et puis ça va marcher tout seul. Et puis on se rend compte qu'on ne sort jamais tout à fait de l'histoire, et que quand on prend conscience qu'on n'est pas sorti de l'histoire, en fait, on en prend conscience par la violence, par le chaos, quoi. L'histoire, c'est le chaos. Alors le chaos, entendez par là un affrontement des hommes qui a un moteur. Si le chaos règne dans l'histoire, c'est parce que les hommes ne sont pas des êtres de raison, vivant au nom et par seulement la raison. Vous voyez, si nous obéissions aux lois que nous nous donnons à nous-mêmes en tant qu'êtres de raison, si nous obéissions aux principes de notre raison, la paix régnerait dans le monde. Et on n'aurait pas besoin de se tourner vers la politique, vers le droit pour réguler les relations humaines. Les choses s'auto-réguleraient très bien. Nous n'obéissons pas en tant qu'individus à notre raison. Ça se saurait. Bon, je ne dis pas que nous agissons toujours de manière absolument folle, mais lorsque nous obéissons à notre raison, en fait, nous obéissons à des règles qui sont conformes à la raison parce que c'est conforme à notre intérêt. Vous voyez, d'emblée, je vous invite à regarder les hommes tels qu'ils sont. De ne pas envisager ce que l'homme pourrait être, ce qu'il aurait dû être, ce qu'il devrait être. Si on prend les hommes tels qu'ils sont, ce que Rousseau d'ailleurs nous invite à faire au début du contrat social, si on prend les hommes tels qu'ils sont, il faut les prendre tels qu'ils sont, c'est-à-dire comme des êtres livrés aux passions. Bien sûr, ils possèdent une raison, ils sont raisonnables, ils sont susceptibles d'exercer leur vie ou de vivre leur vie en mettant en œuvre des principes qui viennent de la raison. Mais dans les faits, ils obéissent à leur passion. Les hommes sont, dans les faits, des êtres méchants, dangereux, âpres. On a inventé l'état de droit pour que ça se passe pas trop mal, hein, mais regardez, tout ça c'est toujours institué sur la violence, la guerre, l'affrontement. Il n'y a pas une frontière au monde qui ne soit le résultat de beaucoup de sang qui a coulé, de beaucoup de violence. Bon. Donc, au premier abord, l'histoire c'est le chaos. Elle est insensée. Si on s'en tient là, nos vies n'ont pas de sens. Mais est-ce qu'il faut s'en tenir là? On pourrait envisager une hypothèse qui consisterait à dire l'histoire c'est le chaos, c'est l'affrontement des passions, c'est l'affrontement des individus qui s'entrechoquent de manière totalement insensée, mais il pourrait arriver que de ce chaos surgisse un ordre. Vous voyez, ça pourrait arriver. Je veux dire par là, entendez-moi bien, c'est possible. C'est possible. Mais c'est incroyable. Enfin, c'est possible, mais personne n'y croit. Si je vous dis qu'en jetant des milliards de caractères en l'air, ou des millions de caractères en l'air, j'ai obtenu comme effet que ces caractères, en retombant, ont constitué l'Énéide tout arrangé, c'est possible, hein. Mais personne n'y croit. Je reprends cet exemple à Rousseau, hein. Il évoque ça, en indiquant que le hasard produisant de l'ordre, c'est une éventualité, mais personne n'y croit. Aristote faisait déjà remarquer dans sa poétique qu'une histoire possible mais incroyable, c'est toujours moins réussi qu'une histoire impossible mais crédible. Vous voyez, si je lis Homère et que je découvre les sirènes homériques, c'est impossible mais j'y crois. Par contre, quelqu'un me raconte qu'il achetait des millions de caractères en l'air et qu'en retombant, ça a constitué l'Énéide tout arrangé, c'est possible, mais je n'y crois pas. Eh bien, que le cours de l'histoire de l'homme, qui est un cours insensé, chaotique, au premier abord, qui est un cours marqué par les passions, par la violence, que ce cours-là puisse produire par hasard un ordre harmonieux conforme aux intérêts de l'humanité tout entière, c'est possible. Mais c'est incroyable. On n'y croit pas. Alors regardez le résultat qu'on obtient. Le résultat qu'on obtient, c'est que si nos vies ont un sens, si nos vies ne sont pas livrées à ce chaos, alors le chaos que je décrivais à l'instant n'est qu'une apparence. Si nos vies ont un sens, ça veut dire qu'on peut attendre quelque chose de l'histoire et que ce quelque chose qu'on peut attendre n'arrivera pas par hasard.
Parce que si ça doit arriver par hasard, c'est incroyable. On n'y croit pas un seul instant. Et à ce moment-là, on se convainc que nos vies n'ont pas de sens. Si nos vies ont un sens, on peut attendre quelque chose de l'histoire qui va arriver nécessairement. Nécessairement. Le résultat de ce que je viens d'énoncer là est le suivant. Si le philosophe a pour tâche de mettre au jour le sens de nos vies, alors le philosophe a pour tâche d'exclure le hasard. La philosophie n'a d'autre but, dit Hegel, que d'exclure le hasard. La réflexion philosophique n'a d'autre but que d'exclure le hasard. On a les données du problème. Hein. Ou bien le hasard, et c'est insensé, ou bien il y a un sens, et il n'y a pas de hasard. Explorons la voie du sens. Envisageons cette éventualité que notre vie ait un sens, et que par conséquent l'histoire ne soit pas livrée au hasard. Si on s'engage dans cette voie-là, on soutient nécessairement que tout ce qui arrive dans l'histoire arrive conformément à un ordre. Alors, il y a une sorte de paradoxe, puisque je viens de décrire à l'instant une histoire qui est chaotique, désordonnée, livrée aux passions, etc. Il faudrait donc dire que ce que je décrivais à l'instant n'est en réalité que l'apparence de l'histoire. Le désordre, le chaos, la violence, tout ça c'est la réalité, mais ça n'est que l'apparence des choses. La réalité des choses, le fond de l'histoire, serait, s'il n'y a pas de hasard dans l'histoire, si nos vies ont un sens, le fond de l'histoire serait un ordre, une rationalité qui est à l'œuvre, et qui serait orientée vers une fin nécessaire. S'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui se déploie, et qui se déploie nécessairement. Autrement dit, si nos vies ont un sens, et si par conséquent il n'y a pas de hasard dans l'histoire, tout ce qui nous apparaît insensé, chaotique, désordonné, concourt à un plan ou à un ordre parfaitement rationnel. Donc les passions, si on raisonne comme ça, sont parfaitement en phase avec le déploiement de la raison. Évidemment, ça suppose d'aller au-delà de l'apparence, le raisonnement que je tiens, vous comprenez? Là, je suis obligé d'aller au-delà de l'apparence et d'envisager cette thèse-là qui dit la passion n'est pas contradictoire avec la raison. Ou plutôt, la passion, elle est bien contradictoire ou antagoniste, mais de cette contradiction naît quelque chose de parfaitement rationnel. Alors, le mieux peut-être, c'est d'éclairer cette éventualité par un exemple. Je l'emprunte à Hegel. Considérons les conquêtes napoléoniennes, et adoptons, pour en considérer ces conquêtes-là, le point de vue de Napoléon. Si j'adopte le point de vue de Napoléon, de l'individu Napoléon, ce qui compte, de ce point de vue-là, c'est la passion. On a affaire à un homme qui est mu par des passions absolument terribles. Il est mu, il est mis en mouvement par une passion qui est une terrible passion du pouvoir. Et il est capable, pour parvenir à ses fins, de déployer des moyens absolument extraordinaires. C'est quand même un destin remarquable. Le gars, il part d'un petit village de Corse et il fait trembler l'Europe tout entière. Donc ce destin-là, sur le plan historique, il s'explique du point de vue de Napoléon par le fait qu'il est mu par de puissantes passions. Or, sa passion qui met l'Europe à feu et à sang produit un effet qui n'entrait pas dans ses vues. Je veux dire par là que les conquêtes napoléoniennes, c'est un échec. L'Empire, c'est un échec. C'est un échec politique, économique. Bon, la France est ruinée. Enfin, bon, ceci étant dit, c'est pas la première fois que la France était ruinée, et ce ne sera pas la dernière. Vraiment, c'est une constante. Hein, Enfin, là, il y avait la ruine et la grandeur. Donc là, les conquêtes napoléoniennes produisent une dévastation qui est un échec, surtout et politique, économique. Et pourtant, Hegel fait remarquer que ces conquêtes produisent un effet qui est l'expansion à travers l'Europe d'une idée du droit qui émane de la Révolution française. Autrement dit, Napoléon est mu par de fortes passions, mais ça produit un effet qui, lui, est de l'ordre de la raison, un progrès du droit. On a affaire ici à une théorie dialectique qui nous dit qu'une chose, ici le progrès du droit, conforme à la raison, se réalise par son contraire, c'est-à-dire par la passion, par tout ce qui s'oppose à la raison, enfin tout ce qui est antagoniste au premier abord aux exigences de la raison. La raison, la rationalité, l'ordre d'un côté, la passion de l'autre, c'est-à-dire cette énergie qui produit des effets qui sont dévastateurs. Au premier abord, il s'agit de réalités qui sont incompatibles. Mais en fait, peut-être que la passion, enfin si on est hegelien, on va soutenir cette théorie-là, peut-être que la passion est le moteur d'un progrès de la raison. Donc une chose, la raison se réalisant pour son contraire, la passion, l'histoire, devrait être décrite comme un processus parfaitement logique et rationnel, dialectique. Une chose se réalise par son contraire. Donc ce qui apparaît au premier abord chaotique, insensé, livré au hasard, en réalité, serait parfaitement ordonné.
Ce qui est amusant, c'est que si vous allez aux Invalides, puis que vous allez regarder le tombeau de Napoléon, vous verrez avec vos yeux ce que Hegel décrit dans sa philosophie. Il y a le tombeau de Napoléon, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui l'ont déjà visité, vous avez un tombeau en pierre absolument extraordinaire, disproportionné au centre, et puis autour vous avez des bas-reliefs avec les effets de l'Empire, enfin tout ce qui reste de l'Empire. Alors au centre vous avez le tombeau, enfin, pierre rose, sur un socle vert, enfin tout ça est absolument disproportionné. Là vous avez une image de la passion, quoi. Hein, du moi hypertrophié, de cet individu qui va tout dévaster autour de lui parce qu'il est mu par une passion elle-même dévastatrice. Puis vous avez sur les bas-reliefs qui sont autour ce que l'Empire a produit. Quand on lit ce qui est écrit sur les bas-reliefs, c'est quand même assez frappant. Il y a la Cour des comptes, il y a les lycées. Moi je suis professeur en classe préparatoire aux grandes écoles, les grandes écoles. Il y a même un bas-relief où il est écrit qu'il faudra créer un corps de fonctionnaires chargé de l'éducation. Bon, alors, la codification du droit, évidemment. Hein. Donc, vous voyez, la passion, mais en même temps, la raison. Et quel est le moteur, en fait, de l'avènement de ces éléments qui procèdent de la raison? Parce qu'on aurait pu, par la raison elle-même, se dire qu'on avait intérêt à codifier le droit, qu'on avait intérêt à... La raison pouvait... Oui, mais s'il faut attendre que les hommes, par la raison, fassent ce qu'ils ont à faire, on peut toujours attendre. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut espérer à ce moment-là que le hasard fasse que ça produise un effet. Mais si on regarde l'histoire en cherchant sa rationalité, si on va au-delà de l'apparence, peut-être alors qu'on peut faire, à la manière de Hegel, apparaître la passion comme le moteur d'un progrès de la raison. Voilà. Donc ici, c'est la passion de Napoléon qui produit quelque chose qui est le contraire de la passion, qui est la raison, et sans cette passion-là, on n'aurait pas l'effet attendu. Ça... c'est une théorie de la ruse de la raison, ce que je suis en train d'évoquer, de la ruse de la raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'effet qui est un progrès de la raison, cet effet-là, il n'entre pas dans les vues de celui qui est mu par la passion. Vous comprenez? Ça se réalise à l'insu des agents. Les hommes sont mus par des passions et sans qu'ils s'en rendent compte, ils participent à l'avènement d'une histoire parfaitement rationnelle, parfaitement logique et rationnelle. C'est pour ça qu'il faut parler de ruse de la raison. Hein? Les individus, les peuples, dit Hegel, sont préoccupés par leur intérêt, d'ailleurs ils ne pensent qu'à ça. Mais en fait, ils accomplissent quelque chose, un destin, qui n'entre pas dans leur vue, disait, dont ils n'ont pas conscience. Ils accomplissent une histoire parfaitement rationnelle, et ils l'accomplissent de manière totalement inconsciente. Regardez, ce que dit Hegel, là, c'est quand même tout à fait remarquable, parce qu'il est en train de nous dire qu'il ne faut pas s'en tenir aux apparences. Bon, ça, depuis la philosophie de Platon, on avait théorisé ce truc-là. Si on s'en tient aux apparences du fond de la caverne, on ne verra pas la réalité elle-même. Il faut aller au-delà de l'apparence. Et ce que dit Hegel, c'est que quand on va au-delà de l'apparence, ce qu'on voit apparaître, c'est une réalité qui a une histoire, une réalité qui se déploie selon des étapes, et qui a un sens, qui a un but. Donc ce qui apparaît au-delà de l'apparence, c'est une structure logique qui donne un sens à nos vies, qui indique que nos vies ne sont pas insensées. Nous sommes dans un mouvement qui est orienté vers une fin nécessaire. Donc ce que nous dit Hegel, c'est que la tâche du philosophe, c'est de dévoiler ce sens. Aller au-delà de l'apparence et faire venir à la conscience ce sens caché. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça ne peut pas ne pas me rappeler ce que dira Freud à propos de la subjectivité. Au premier abord, nos rêves sont chaotiques, insensés, etc. Mais si j'interprète bien les rêves, je trouverai au-delà de l'apparent désordre de ma subjectivité quelque chose qui est au fond parfaitement rationnel, logique, etc. Donc ici, le philosophe est celui qui dévoile, qui fait apparaître le sens caché. Finalement, Hegel dit que l'idée qui gouverne le monde est comme Mercure. Et la comparaison de l'idée avec Mercure, Mercure dans la mythologie romaine est un analogue de Hermès dans la mythologie grecque. Et Hermès, c'est un dieu qui n'était pas un dieu, c'est un démon, dirait Platon, un entre-deux. Et Hermès est un dieu messager, c'est-à-dire qu'il transmet aux hommes les messages des dieux. Il s'adresse aux hommes et aux dieux, mais alors en même temps c'est le maître de la ruse, Hermès, de sorte que ces messages sont toujours compliqués, il faut les interpréter. Il faut interpréter les messages d'Hermès. Le mot Hermès a donné dans la langue philosophique herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art de l'interprétation, donc il faut interpréter. Donc si l'histoire a un sens, comme on le dit, et que ce sens est caché, la tâche du philosophe c'est d'aller au-delà de l'apparence, d'interpréter, de faire apparaître le sens, de faire venir à la conscience le sens caché de la réalité historique. Donc la pensée hegelienne, là, qui apparaît dans une espèce d'ampleur métaphysique et systématique extraordinaire, est une pensée qui s'enracine dans une exigence
très très profondément humaine, qui est une exigence de sens. Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que nos vies ont un sens? Est-ce que nous sommes livrés comme ça au hasard, au chaos, etc. Ou est-ce qu'au contraire, on peut trouver dans la réalité quelque chose qui donne un sens à nos vies? Et Hegel répond, oui, il y a un sens. Et ce sens est tel que les passions jouent un rôle fondamental dans nos vies. Ce rôle-là, c'est le rôle du moteur du progrès. La passion est le moteur du progrès. Donc la théorie de la ruse de la raison est au cœur de cette réflexion sur le sens. Très bien. Là, je viens de vous décrire en quelques mots la structure de la pensée hegelienne portant sur l'histoire. Maintenant, je voudrais vous inviter à réfléchir à ceci, que cette pensée-là, elle est très éclairante au regard du monde dans lequel nous vivons. Il me semble même que l'étude de la philosophie de Hegel permet de mettre au jour quelques éléments clés qui touchent à la structure idéologique de la modernité. Hegel dit quelque chose qui est vraiment très structurant, très éclairant. Permet de mettre au jour une logique qui est à l'œuvre dans des grandes positions auxquelles nous sommes toujours confrontés. Depuis le XXe siècle, se sont affrontés, notamment, il y a eu plein d'affrontements, mais il y a deux grandes théories qui se sont affrontées, qui sont le marxisme et le libéralisme. Le marxisme d'un côté, envisageant l'avènement d'une société nouvelle, la société communiste, une société sans classe, dans laquelle les hommes dépasseraient les conflits qui les opposent et verraient leur existence s'épanouir pleinement. Puis de l'autre côté, une théorie libérale qui est une théorie qui, sur le plan économique, est une théorie du marché, donc de la concurrence entre les hommes. Et au premier abord, vous voyez, ce conflit-là, cette opposition entre ces deux visions de l'homme, semble s'opposer radicalement, semble même totalement incompatible. En fait, c'est l'un ou c'est l'autre. Bon. Alors moi, j'adore la philosophie pour ça, parce que peut-être que se ressemblent peut-être en fait dans le fond. Et la philosophie de Hegel, je crois, éclaire ça assez bien. Je viens de dire que la pensée de Hegel nous invitait à soutenir que les passions sont le moteur du progrès. Et je disais que cette théorie-là, c'est une théorie de la ruse de la raison, puisqu'elle soutient que la passion comme moteur du progrès, c'est ce qui explique le déploiement de l'histoire, mais d'une histoire qui se déroule à l'insu de la conscience des agents. Ça se déroule. Donc il y a un sens, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire qui a lieu, c'est ce qui a lieu qui a lieu. Ce qu'on veut faire, souvent, c'est mu par des... Enfin, c'est produit par des aspirations qui ne procèdent pas de la raison. Mais ce qui a lieu, c'est quelque chose de parfaitement rationnel. Si je regarde du côté de la philosophie de Marx, bon, Marx était explicitement hegelien, enfin, il a lu Hegel, il le dit, bon, simplement, il va débarrasser, dit-il, la philosophie de Hegel de tout un spiritualisme qui ne lui convient pas, puisque Marx enracine sa philosophie dans un matérialisme radical. Tout est matière. Mais en même temps, l'idée de Marx, c'est que si ce qui est déterminant, c'est la base économique de la société, c'est le fond des choses, c'est là que tout se joue. Tout le reste, tout ce qui est politique, tout ça, religieux, philosophique, artistique, tout ça, ça relève de ce qu'il appelle la superstructure idéologique, c'est-à-dire ce sont des effets de la base économique. Il y a un fond de la société qui structure tout, puis il y a des effets. Alors souvent on prend les effets pour la cause, et du coup on patauge, un peu comme un médecin qui verrait que les symptômes et qui oublie la cause de la maladie. Par exemple, si je considère l'invention de la machine à vapeur, dès qu'on invente la machine à vapeur, on n'a plus besoin d'esclaves. C'est des machines qui autoproduisent les formes. Mais comme elles autoproduisent pas totalement les formes, il me faut quand même des gens qui font derrière la machine ce que la machine ne peut pas faire encore. Et donc l'invention de la machine à vapeur, ça modifie très profondément la structure sociale, puisque on va avoir une société dans laquelle des individus seront détenteurs de l'instrument de production, en l'occurrence des machines, puis d'autres vont devoir vendre leur force de travail pour pouvoir, bon, ça va produire une société qui est la société dont le mode de production est capitaliste, quoi. Donc l'idée de Marx, c'est que le fond de l'affaire est toujours un fond économique, c'est le monde du travail qui est déterminant. Et puis les superstructures, ça vient après. Une fois que vous êtes propriétaire de la machine à vapeur, votre intérêt, c'est d'avoir une structure politique qui défend les droits du propriétaire. Donc votre intérêt, c'est la Déclaration des droits de l'homme, qui dit qu'on a le droit d'être propriétaire. Et si tout le monde y croit, y compris celui qui n'est pas propriétaire, bah, tout le monde, enfin, il y en a un qui gagne, en tout cas, c'est le propriétaire. Toi, tu n'as rien, mais tu as le droit de devenir propriétaire. Très bien, mais moi je le suis, donc j'ai le droit de l'être. Donc en attendant, tu ne touches pas à ma propriété privée. Donc tu ne touches pas à ma propriété de l'instrument de production. Donc vous voyez, il y a chez Marx une lecture de l'histoire qui s'enracine dans un matérialisme qui dit il faut regarder en bas, il faut regarder la base économique, il ne faut pas se perdre dans des réflexions métaphysiques qui nous parlent de l'esprit du monde. Tout à l'heure, je parlais que finalement ce que je disais tout à l'heure était quand même un teneur métaphysique. Bon. Mais en même temps,
la structure de pensée qui est celle de Marx est très proche de celle de Hegel, dans le fond. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la société est divisée en classes antagonistes, qui n'ont pas le même intérêt, et qui vont s'opposer. Et son idée, c'est que cette lutte des classes, cette opposition, est le moteur du progrès. C'est-à-dire que les individus, sans s'en rendre compte, et par la lutte des classes, concourent à l'avènement de la société communiste, qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils le veuillent ou non. Je cite Marx, dans une lettre qu'il a écrite, « La lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat. Et cette dictature elle-même ne représente qu'une transition vers l'abolition de toutes les classes. » Vous voyez, les termes sont éloquents. Nécessairement. Il n'y a pas de hasard. Nécessairement. La lutte des classes, c'est le moteur qui doit mener nécessairement à une société nouvelle. Mais nécessairement, ça veut dire à l'insu de la conscience des agents. Le propriétaire de l'instrument de production, le capitaliste, qui ne se rend pas compte que dans la situation qui est la sienne, il provoque à son insu quelque chose qui ne peut que se retourner contre lui. Vous voyez, donc qu'il le veuille ou non. Bon. Donc là, ce que je dis, c'est pas révolutionnaire, enfin, que Marx soit un enfant, en quelque sorte, de la philosophie de Hegel, ça, on s'y attend. Bon, même si, chez Marx, il y a un matérialisme qui n'est pas du tout hegelien, la structure de pensée reste la même. Mais ce qui est épatant, c'est quand on regarde du côté des libéraux, maintenant. Alors, on va regarder du côté de l'antithèse, l'adversaire. Au premier abord, on dit, bon, voilà, on est marxiste, on est libéral, c'est incompatible, c'est là où c'est... Si on regarde du côté de la pensée libérale, les choses se présentent au premier abord très différemment, puisque les théoriciens du libéralisme ne proposent pas, ne préconisent pas l'avènement d'une société idéale, nouvelle, d'un homme nouveau, dans un monde très très différent, dans lequel les structures de l'État auraient disparu. Bon, même si les libéraux critiquent l'État, pour un libéral, la structure de l'État, en tout cas, c'est le cadre nécessaire à l'intérieur duquel la concurrence peut jouer à plein. Donc, premier abord, on a affaire à un autre modèle. Si on regarde du côté des penseurs libéraux, du commencement de la pensée libérale, les choses sont quand même assez étonnantes. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Mandeville, qui est un penseur du début du XVIIIe siècle, fin XVIIe, tout début du XVIIIe siècle, qui a écrit un bouquin qui est vraiment épatant, qui s'appelle La fable des abeilles. D'abord, il a publié un texte qui s'appelait La fable des abeilles, puis il a republié ce texte-là, accompagné d'un tas d'explications, parce qu'il a fait un scandale à l'époque. Et La fable des abeilles raconte ceci. Alors, d'abord, je vous raconte la fable, comme ça, c'est une histoire, pour finir la journée, c'est pas mal. Imaginez une ruche composée d'abeilles. Ces abeilles vivent très bien, dans le luxe, ce sont des petites alvéoles luxueuses, elles mangent dans de la vaisselle en argent, enfin, tout va bien. Mais ces abeilles qui vivent dans le luxe se sentent coupables parce qu'elles ont conscience de manquer de vertu. Bon, ça date du début du XVIIIe, enfin déjà ça. Des gens qui vivent dans des sociétés un peu opulentes et qui se sentent coupables. Donc elles ont l'impression de manquer de vertu. Donc elles implorent les dieux de leur accorder la vertu, et Jupiter leur accorde la vertu. Alors, évidemment, comme elles sont vertueuses, immédiatement elles abandonnent tout ce luxe qui est totalement inutile et qu'elles perçoivent comme le signe d'une inégalité intolérable. Elles abandonnent leur vaisselle en argent, leurs soieries, etc. Donc évidemment, la conséquence immédiate sur le plan économique, c'est que tous les fabricants de soieries font faillite, que tous les commerçants qui participaient connaissent la ruine. Donc évidemment, l'argent ne rentre plus dans les caisses de l'État, puisque pour prélever l'impôt, il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent... Colbert disait, il faut tondre le mouton, mais il ne faut pas le tuer, il faut le tondre, mais il ne faut pas le tuer. Hein. Une fois qu'il est mort, c'est fini. Donc là, comme le mouton est mort, qu'il n'y a plus rien à tondre, du coup, la ruche, l'État, donc, connaît la ruine, la faillite. Et nos abeilles vertueuses, mais ruinées, quittent la ruche et se réfugient dans un tronc d'arbre, et elles finissent... Bah oui, parce que la ruche d'à côté, qui elle est florissante, évidemment, en profite pour mener une bataille victorieuse. Et nos abeilles finissent dans un tronc d'arbre, donc ruinées, grelottantes, pauvres, mais vertueuses. Moralité, le vice privé concourt au bien public. Imaginez le scandale à l'époque. Alors regardez ce que dit la fable des abeilles. Ce qu'elle dit en fait, c'est que ces abeilles qui étaient méchantes, en tout cas non vertueuses, qui étaient obnubilées par leur intérêt particulier, privé, ces abeilles-là connaissaient la fortune, et finalement connaissaient quelque chose qui était favorable aux intérêts de la ruche tout entière. Ce qui est une manière de dire que les passions sont favorables aux intérêts de la ruche tout entière. C'est quand même un peu une ruse de la raison, quoi.
Chacun concourt à son bien privé, mais sans s'en rendre compte, il participe à l'avènement de quelque chose de favorable aux intérêts de la société tout entière. C'est amusant, enfin, moi je m'en lasse pas, hein, parce que ils sont d'accord. Bon, ils n'ont pas la même conception de la passion, ils n'ont pas la même vision de la fin du processus. Mais quand même, la passion est le moteur d'un progrès positif. Il faut attendre des passions quelque chose de positif. Alors, comme ça fait scandale, Mandeville, qui était un médecin de formation, a repris les choses pour essayer d'étayer son argumentation. Alors, il donne un exemple que je vous soumets, qui est un exemple qui montre comment la structure de pensée de la ruse de la raison permet bien d'articuler comme ça passion et ordre, et raison, enfin au sens de l'ordre, quelque chose de favorable aux intérêts de la société. Alors, il prend cet exemple-là. Si je considère une passion qui est l'orgueil, l'orgueil, c'est la trop bonne opinion que l'on a de soi. Bon, l'orgueil, c'est se placer au-dessus des autres, mais c'est déjà se placer au-dessus de soi-même. L'orgueilleux se surestime. Il se place au-dessus de ce qu'il est réellement. L'orgueil n'est pas sans lien avec cette autre passion qu'est la honte. Je veux dire par là que la honte, c'est le sentiment d'une opinion de l'autre portée sur soi qui est défavorable. On craint la honte quand on craint le regard de l'autre. On craint la honte lorsque l'on craint d'être mal jugé de l'autre, quand on craint l'opinion que l'autre a de soi. Et vous remarquez immédiatement qu'on est d'autant plus sensible à la honte qu'on est orgueilleux. Évidemment. Si je n'ai aucune bonne opinion de moi, alors si j'ai une trop bonne opinion de moi, très très sensible à la honte. Si maintenant je combine ces deux premières passions, l'orgueil et la honte, j'obtiendrai donc, comme troisième passion, l'honneur. Puisque l'homme d'honneur est celui qui ne fera rien dont il pourra rougir devant l'autre. Donc ce qui veut dire que l'honneur a pour racine l'orgueil. L'honneur, qui est une vertu sociale, a pour racine l'orgueil, qui est, sur le plan moral, une passion éminemment condamnable. Donc finalement, les passions pourraient bien être le moteur d'un progrès de l'homme. Est-ce que ça veut dire que l'orgueilleux a un plan et qu'il va mener son existence en obéissant à un plan? Non, lui, il est orgueilleux, c'est tout. Donc il va se jouer à l'insu de sa volonté, à l'insu de sa conscience, quelque chose qui est parfaitement logique et rationnel. Alors, chez Mandeville, vous avez une structure de pensée qui parle déjà d'une théorie de la ruse de la raison, et vous retrouvez ça se déployant dans toute la pensée libérale. Évidemment, si vous prenez Adam Smith, qui est tenu pour le père fondateur, pas pour beaucoup en tout cas, de l'économie, de la théorie scientifique libérale, Adam Smith, il vous parle de quoi? Il vous parle de la main invisible. La main invisible, c'est la société qui s'autorégule, au moins en partie. Adam Smith n'est pas pour la disparition de l'État, c'est un libéral. Les libéraux ne sont pas pour la disparition de l'État. Ils sont pour un État puissant, mais dans un domaine d'application limité. Quand il parle de théorie de la ruse de la raison, il parle d'une concurrence dans la société qui est favorable aux intérêts de la société tout entière. Il y a une main invisible. Chacun, sans s'en rendre compte, concourt à l'avènement de quelque chose de favorable aux intérêts de la société tout entière. Ce que je vous dis, c'est quand même... Vous l'entendez tous les jours. Voilà, c'est tous les jours. Ça, c'est... On ne sait pas d'ailleurs, c'est mécanique. Hein. Moi, je m'en lasse pas. Hein. Il y a un attentat, il y a un problème à l'école. Oh, on a trouvé une solution, c'est mettre en concurrence les établissements. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, on n'y est pas pensé. S'il y a de la concurrence, donc si chacun poursuit son intérêt particulier, ce sera favorable aux intérêts de la République tout entière. C'est sûr? Non, peut-être, mais il faut aller au bout du truc. Parce qu'on va voir, hein. Il y a un point de vue dans ce qu'on dit là. Il y a une structure de pensée, mais Hegel, lui, il va au bout du truc. Il assume totalement le point de vue qu'il prend. Je ne crois pas que nos contemporains qui sont attachés à ces idées-là assument totalement le point de vue sous-jacent à tout ça. Mais en tout cas, ce que vous touchez du doigt là, c'est que ces deux grands courants idéologiques, au premier abord totalement opposés, antagonistes, ils sont quand même d'accord, dans le fond. Ils sont d'accord. Les hommes sont mus par quelque chose qui produit de l'ordre à leur insu. On a donc des raisons d'espérer. Hein, alors, il y a l'espérance marxiste en l'avènement d'une société sans classe à la fin de l'histoire, l'espérance libérale en une concurrence généralisée de tous les hommes dans un monde totalement mondialisé, produisant de l'ordre, comme ça. Dans un cas comme dans l'autre, l'avantage, c'est qu'on peut espérer que nos vies aient un sens. Vous voyez, parce que s'il fallait attendre que les choses se produisent à partir de la bonne volonté des hommes, alors là, évidemment, les chances d'être beaucoup plus pessimistes. Et là, on comprend la philosophie de Rousseau. Parce que là, justement, lui,
adoptant ce point de vue-là, nécessairement, aura sur le cours de l'histoire un point de vue beaucoup plus pessimiste. Mais, alors, je disais à l'instant que ces deux idéologies qui structurent une partie, en tout cas, des grands courants de la modernité, ces deux approches du réel sont d'accord sur l'idée qu'il y a une ruse de la raison, que la passion est le moteur d'un progrès positif, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur l'idée que les hommes accomplissent une histoire dont ils n'ont pas eux-mêmes conscience, une histoire rationnelle. Mais il n'y a pas que là-dessus qu'ils sont d'accord, ils sont aussi d'accord sur le fait qu'on peut le dire ça scientifiquement. Chez Marx, il y a cette idée, vous trouvez ça dans l'idéologie allemande, Marx dit qu'il faut penser l'histoire, je le cite, avec la rigueur des sciences de la nature. Donc il y a la volonté d'établir cette pensée sur des bases scientifiques. Et de son côté, le libéralisme aussi, dans son versant économique, prétend établir une économie, une théorie économique, ayant une valeur scientifique. Vous voyez, donc si vous sortez de votre poche la carte scientifique en plus, alors là, vous voyez, il y a une ruse de la raison, et c'est attesté scientifiquement, évidemment, ça porte l'esprit à se dire qu'il y a peut-être un soupçon de vérité de ce côté-là. Oui, mais là, il faut revenir à Hegel. Parce que lui, il va au bout du truc. Il vous dit, la passion est le moteur d'un progrès positif. Mais il ne dit pas ça comme ça. Il va au bout de la logique. Un vrai philosophe, il va au bout de ce qu'il dit. Vous voyez, il va au bout. Qu'est-ce que je dis implique. Et donc je tire la conséquence, puis la conséquence, et je vais au bout. Et je ne m'arrête pas en cours de route. Et il va au bout de cette logique-là. Parce que lorsque Hegel pose sa théorie de la ruse de la raison, il voit bien que ça marche à condition d'adopter un point de vue qui surplombe l'histoire. Je veux dire par là, un point de vue qui surplombe l'individu. Vu de l'intérieur, je ne vois pas de ruse de la raison. Si j'adopte le point de vue de l'individu, ce que je vois, c'est que la passion, ça produit du désordre. Si je veux voir apparaître l'ordre émanant de la raison, il faut que je surplombe la réalité historique et que je perçoive cette réalité dans sa totalité. Vous voyez, il faut que je perçoive le cours des choses. Je vais prendre une image là que j'emprunte à Kant. C'est un peu comme la Terre. Si je la regarde du point de vue de la Terre, ce qui se produit autour de moi peut me donner le sentiment que c'est désordonné, aléatoire. Mais si maintenant je pouvais voir la Terre en adoptant le point de vue du Soleil, je me rendrais compte que le mouvement de la Terre est parfaitement ordonné, qu'il obéit à des lois nécessaires, et que ce qui m'apparaissait contingent n'était peut-être qu'une apparence, que le fond de l'affaire est peut-être parfaitement ordonné. Mais c'est le point de vue du Soleil, c'est-à-dire c'est le point de vue qui surplombe. Si je regarde l'histoire du point de vue de l'histoire de l'intérieur, je parlais de Napoléon tout à l'heure, si je regarde les conquêtes napoléoniennes du point de vue de Napoléon, du point de vue de l'individu Napoléon, ce que je vois, c'est le désordre, le chaos. Ce que je vois, c'est la passion qui produit de la passion, et qui produit de l'affrontement, de la violence, qui produit de la guerre, qui produit de la mort, quoi. Alors, évidemment, si maintenant j'adopte non plus le point de vue de Napoléon, mais le point de vue de la fin de l'histoire, de la totalité, à ce moment-là, je peux me dire, un peu comme la Terre vue du point de vue du Soleil, mais non, parce que la passion, qui vue de l'intérieur est totalement chaotique, produit en réalité un ordre parfaitement rationnel. Il faut adopter un point de vue qui surplombe, c'est-à-dire le point de vue de Dieu, en fait. Alors, évidemment, les marxistes et les libéraux, je ne sais pas si le point de vue de Dieu, mais en fait, sinon... Si véritablement je veux faire apparaître la logique cachée à l'intérieur des événements, d'une manière telle que ce qui au premier abord semble chaotique, puisse se révéler comme le moteur d'une rationalité qui est à l'œuvre à l'insu de ceux qui agissent dans l'histoire, il va bien falloir que j'adopte un point de vue qui n'est pas le mien. Enfin, pas le mien en tant qu'individu. Il va falloir que j'adopte un point de vue qui est celui du but, par exemple de la fin de l'histoire. Un point de vue qui transcende ma subjectivité. Et Hegel, ça, il l'assume totalement, parce que la pensée de Hegel, c'est une pensée de l'absolu. Hein, lorsque Hegel écrit la phénoménologie de l'esprit, lorsqu'il écrit la science de la logique, il réfléchit à ce déploiement de l'absolu, dont on trouve l'incarnation dans l'histoire ensuite, ce qu'on vient de décrire, c'est le déploiement de quelque chose à l'insu des individus. Bon, mais Hegel, pas de problème, lui, l'absolu, c'est un métaphysicien. Donc, se tourner du côté d'une pensée de l'absolu pour donner un sens à nos vies, ça s'inscrit dans une philosophie qui est parfaitement cohérente. Vous voyez ? Le point de vue de Dieu, alors évidemment, le Dieu de Hegel, je vous l'accorde, c'est pas un Dieu qui est hors du monde, hors de l'homme. Le point de vue de Hegel, c'est un Dieu qui est l'homme lui-même. Voilà. C'est-à-dire pour Hegel, l'absolu, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est nous tous.
Les individus, les peuples, l'humanité tout entière. Voilà, ça. Donc il y a l'esprit du monde qui se déploie selon des lois nécessaires, selon une logique dialectique nécessaire, et le philosophe qui adopte ce point de vue-là fait apparaître à la conscience ce sens qui au premier abord ne nous apparaissait pas. Je commençais dans le désordre, et puis finalement on se dit après tout, peut-être que tout ça est parfaitement logique et ordonné. Mais il faut un point de vue métaphysique, il faut le point de vue de Dieu. Donc si ces deux grands courants de la modernité que j'évoquais à l'instant, que sont le marxisme et le libéralisme, sont dans le fond deux modalités différentes de la théorie de la ruse de la raison, deux manières différentes, après ils ne sont pas d'accord sur le but du processus, etc. Mais si c'est la même structure de pensée, ça veut dire qu'on a affaire à des pensées qui adoptent le point de vue de l'absolu, d'une manière ou d'une autre. Bon, chez Marx, il n'y a pas de Dieu, c'est matérialiste, donc ce sera la fin de l'histoire, c'est la fin de l'histoire qui éclaire rétrospectivement tout ce qui se passe avant. Enfin, c'est le point de vue d'un achèvement. Pourtant, ils ont l'air de s'opposer au départ, hein. Vous ne trouvez pas, hein? Vous voyez, comme quoi ils se sont partagés le monde. Mais en fait, dans le fond, tout ça, c'est peut-être des points de vue qui sont très très profondément métaphysiques. Alors, en soi, c'est pas un problème, on peut adopter un point de vue métaphysique, mais il faut l'assumer. Parce que si je me dis que ce point de vue de l'absolu est problématique, si je me dis que penser l'histoire du point de vue de Dieu, ou du point de vue d'une finalité, ou du point de vue d'une totalité achevée, est problématique, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que je revienne à penser l'histoire du point de vue de l'homme. C'est du point de vue de l'homme, c'est-à-dire du point de vue du philosophe qui est dans l'histoire, dans ce que Kant appelle la finitude, quoi, la capacité que j'ai de faire de Dieu l'objet d'une science. Et si je fais ça, alors la ruse de la raison, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas gagné. Ça veut dire que les passions sont peut-être malgré tout source de chaos et de désordre. Ça, c'est Rousseau. C'est Darc. Voyez. Comme Rousseau pense l'homme par l'homme, et qu'il le pense par le bas, et pas par le haut, pour commencer, puisqu'on commence par penser la nature de l'homme, nécessairement, ça nous donne une vision de l'histoire qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus pessimiste, puisque du coup, il faut, du point de vue du sujet fini, essayer de penser ce qu'on peut attendre de ça. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on peut peut-être attendre que par hasard, ça produise de l'ordre, mais enfin, on ne se déplacera pas pour vérifier le mensonge si on nous dit que ça va se passer comme ça. Vous voyez, la philosophie de Rousseau, de ce point de vue-là, sera du coup une philosophie plus pessimiste, mais en même temps une philosophie tournée vers une sorte de volontarisme aussi, c'est-à-dire qu'on ne trouvera dans l'histoire des hommes que ce que nous y mettrons d'abord nous-mêmes. La phrase par Rousseau qui dit ça, c'est Fichte, le jeune Fichte qui est encore très rousseauiste, justement propose une vision de l'histoire qui renonce enfin qui ne s'engage pas dans cette direction-là. Nous ne trouverons dans l'histoire des hommes que ce que nous émettrons d'abord nous-mêmes. Bon, alors on n'y trouvera que ce que nous deviendrons. Du coup, là, c'est pas gagné. Regardez, Rousseau reprend l'analyse de Mandeville. Et il montre comment, si on adopte le point de vue de l'individu, la passion, loin d'être le moteur du progrès, pourrait bien être au contraire la source d'un chaos au-delà duquel il n'y a rien à attendre. Duquel il n'y a rien à attendre. Tout à l'heure, je prenais chez Mandeville cet exemple de l'orgueil et de la honte. Et je vous ai remarqué que l'analyse de Mandeville est bien fait remarquer, peu importe qu'on s'accorde ou pas, mais vous m'accorderez quand même que les philosophes, la puissance qu'ils ont, c'est de regarder, en fait. Même les plus grands métaphysiciens, c'est ça qu'ils regardent. Ils voient. C'est comme le paradoxe, c'est les intellos de la bande, et c'est eux qui disent, regardez. Regardez. Regardez comment est fait l'homme. Regardez, vous voyez, il a des passions. Regardez bien. Et ces passions-là, elles structurent sa vie. Alors regardez mieux. Alors Hegel dit, je vais regarder encore mieux, mais peut-être que ça va produire un effet positif. Ce que fait Mandeville, très bien, regardez. Bon. Et Rousseau, il dit, moi je vais regarder encore plus précisément que toi. Et peut-être que ce que tu vois, c'est juste, hein, mais tu ne vas pas assez loin. Tu disais, l'orgueil, ça provoque la honte. C'est vrai. Pour éprouver la honte, il faut être un peu orgueilleux, il faut avoir une certaine opinion de soi. Et tu faisais remarquer que la honte, combinée à l'orgueil, engendre l'honneur, qui est une passion favorable aux intérêts de la société tout entière. Alors que la passion orgueilleuse et que, combinée à la honte, engendre l'honneur, oui. Mais que ce soit favorable aux intérêts de la société tout entière, là Rousseau dit, regarde mieux. Parce que l'homme d'honneur, lorsque atteinte est portée à son honneur, il va demander réparation. Et il demandera toujours réparation à la hauteur où il se place. Et on vient de dire que l'honneur était fondée sur l'orgueil. Donc il demandera toujours une réparation disproportionnée. Par conséquent, l'honneur est une source de conflit, c'est-à-dire de désordre. Donc il n'y a rien à attendre de la passion. Vous voyez,
là, on a le problème. Là, on a le problème. Il y a un choix philosophique à faire. Ou bien j'adopte le point de vue de l'absolu, de la fin de l'histoire, un point de vue, et je peux espérer que la passion soit le moteur d'un progrès positif, ou bien j'adopte le point de vue de l'individu, je regarde l'histoire du point de vue de la subjectivité individuelle, de la finitude, et à ce moment-là, je porterai nécessairement sur l'histoire un regard beaucoup plus pessimiste. Bon, pour que nous ayons le temps d'échanger, je vais vous proposer cette conclusion-là. Regardez, si je raisonne à la manière de Hegel, j'adopte le point de vue de l'absolu et je l'assume. Si je m'engage dans une ruse de la raison, mais dans une perspective libérale, par exemple, ou dans une perspective marxiste, est-ce que je l'assume vraiment, le point de vue de l'absolu? Il faut le... Mais on peut, hein, pas de problème, mais il faut le faire. Parce que si la ruse de la raison, c'est toujours une métaphysique, c'est pas un problème pour le philosophe. La métaphysique, c'est une approche du réel qui permet de mettre au jour le sens des choses, la nature des choses, puis peut-être le sens, il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, le philosophe qui fait de la métaphysique, comme Hegel, fait de la métaphysique, et il l'assume pleinement. Alors que le partisan d'une théorie de la ruse de la raison, qui fait de la métaphysique, mais qui refuse de faire de la métaphysique, il risque de ressembler au monsieur Jourdain de la comédie, hein, qui fait de la prose sans le savoir. Je vous remercie de votre attention. Regardez...